Hurle, Provence, 1839. La lumière dorée du matin embrassait les ruelles pavées d'Arles, avec une tendresse qui contrastait cruellement avec les ombres que ce jour allait laisser dans l'histoire. C'était le 23 avril 1839, et toute la ville bruissait d'excitation pour le mariage le plus attendu de la décennie. Séraphine Vauquelin, fille unique du riche marchand de tissus Anatole Vauquelin, épousait aujourd'hui Édouard Belmont, héritier d'une dynastie de négociants en vin dont les vignobles s'étendaient jusqu'aux confins de la vallée du Rhône. Dans sa chambre au volet clos de la demeure familiale rue de la Calade, Séraphine se tenait devant un miroir vénitien aux dorures ternies par le temps. Son reflet lui renvoyait l'image d'une femme de 24 ans à la beauté troublante. Sa peau avait la pâleur de la porcelaine fine, ses cheveux châtain foncé étaient soigneusement coiffés en boucles élaborées, et ses yeux verts, d'un éclat presque translucide, possédaient une profondeur qui semblait contenir des océans de secrets. Pourtant, dans ce regard se lisait quelque chose d'indéfinissable, une froideur qui aurait glacé le sang de quiconque aurait pris le temps de vraiment l'observer. Marguerite Tessier, sa dame de compagnie depuis l'enfance, s'affairait autour d'elle, ajustant les plis de la robe de mariée en soie d'un blanc immaculé. Le tissu, importé de Lyon à grands frais, chatoyait à la lumière tamisée qui filtrait entre les rideaux de velours grenat. « Mademoiselle Séraphine, vous êtes d'une beauté à couper le souffle », murmura Marguerite, les larmes aux yeux. « Monsieur Édouard ne pourra détacher son regard de vous. » Un sourire fugace traversa les lèvres de Séraphine, mais ne monta pas jusqu'à ses yeux. « Édouard !» répéta-t-elle d'une voix dénuée d'émotion, comme si elle prononçait le nom d'un étranger. « Oui, Édouard sera certainement impressionné. » Marguerite, habituée aux humeurs étranges de sa maîtresse, n'insista pas. Elle attacha délicatement le voile de dentelle de Calais, un chef-d'œuvre de finesse qui avait appartenu à la défunte mère de Séraphine, Hélène Vauquelin, morte 10 ans plus tôt, dans des circonstances que la famille préférait ne pas évoquer. En bas, dans le grand salon transformé pour l'occasion en salle de réception, une armée de domestiques s'activait sous les ordres sévères de Madame Beaufort, l'intendante de la maison Vauquelin. Les tables recouvertes de nappes en lin brodé croulaient déjà sous le poids des préparatifs. Des bouquets de roses blanches et de lavande provençale embaumaient l'air, leur parfum se mêlant à l'odeur du pain frais qui sortait des cuisines. « Attention à ces carafes de cristal !» aboya Madame Beaufort à un jeune serviteur maladroit. « Elles ont coûté une fortune à Monsieur Vauquelin. Si vous en cassez une seule, c'est sur votre salaire que nous nous rembourserons. » Le garçon, terrorisé, manipula les précieuses carafes avec une prudence extrême. Elles contenaient le vin rouge de la propriété Belmont, spécialement vieilli pour cette occasion. 200 bouteilles avaient été livrées la veille, chacune soigneusement débouchée et transvasée dans ces carafes qui devaient orner chaque table. C'était une tradition ancestrale des Belmont. Le vin de leur domaine devait couler à flot lors des grandes célébrations familiales. Dans une pièce adjacente, dissimulée derrière une porte dérobée que peu de gens connaissaient, se trouvait le petit laboratoire personnel de Séraphine. Depuis 3 ans, elle s'était passionnée pour la botanique et l'herboristerie, une occupation jugée acceptable pour une jeune femme de bonne famille, à condition qu'elle restât dans les limites de la préparation de remèdes domestiques et de cosmétiques naturels. Son père, trop occupé par ses affaires commerciales, n'avait jamais prêté attention aux heures que sa fille passait enfermée dans cette pièce, entourée de bocaux, de mortiers et de traités scientifiques. Séraphine y avait passé des centaines d'heures, étudiant méticuleusement les propriétés des plantes, les dosages, les interactions. Elle avait appris à extraire des essences, à distiller des teintures, à préparer des élixirs. Mais surtout, elle avait étudié les poisons. Les alcaloïdes de la belladone, les glycosides de la digitale, l'arsenic qui s'accumulait lentement dans l'organisme, la strychnine qui provoquait des convulsions terribles. Elle les connaissait tous intimement, comme on connaît de vieux amis. Le poison qu'elle avait choisi pour aujourd'hui était d'une sophistication remarquable. Il ne provenait d'aucune source unique, mais était le fruit de mois de recherche et d'expérimentation. Elle l'avait testé d'abord sur des rats, puis sur un chien errant qu'elle avait recueilli sous prétexte de charité.
Les résultats avaient été satisfaisants. Le mélange agissait en 2 phases. D'abord, une période d'incubation d'environ 1 heure, pendant laquelle la victime ne ressentait rien d'anormal, puis une défaillance progressive mais rapide des fonctions vitales. Les symptômes ressemblaient à ceux d'une intoxication alimentaire aiguë, suffisamment pour semer la confusion, mais avec une violence et une rapidité qui ne laissaient aucune chance de survie. La veille au soir, après que tous les domestiques eurent quitté les cuisines, Séraphine était descendue dans la cave où étaient entreposées les carafes remplies de vin. Vêtue d'une simple robe de nuit, les pieds nus sur les dalles glacées, elle avait ouvert une à une les 200 carafes. De sa poche, elle avait sorti une fiole contenant un liquide ambré, inodore et insipide. Quelques gouttes dans chaque carafe, pas plus. Le dosage devait être précis. Trop peu, et certains survivraient. Trop, et la saveur du vin en serait altérée, éveillant les soupçons. Elle avait travaillé pendant près de 3 heures, méthodique, concentrée, ses mains ne tremblant pas une seule fois. Quand elle eut terminé, elle referma soigneusement chaque carafe, essuya les goulots avec un linge propre et remonta dans sa chambre aussi silencieusement qu'elle était descendue. Cette nuit-là, elle avait dormi profondément, d'un sommeil sans rêve. À présent, quelques heures avant la cérémonie, elle se préparait mentalement pour la dernière étape de son plan. Dans la poche dissimulée de sa robe de mariée se trouvait une petite fiole, identique à celle qu'elle avait utilisée la veille, mais contenant une dose beaucoup plus concentrée. Cette dose était pour elle. Après tout, une artiste devait signer son œuvre. Un coup discret à la porte la tira de ses pensées. Marguerite alla ouvrir et revint accompagnée de Thérèse Valentin, la couturière qui avait confectionné la robe. C'était une femme d'une 50aine d'années, aux doigts agiles et au regard perçant. « Mademoiselle Séraphine, dit-elle en s'inclinant légèrement, je venais m'assurer que la robe vous sied parfaitement. Si le moindre ajustement est nécessaire. »« Tout est parfait, Madame Valentin, » répondit Séraphine d'une voix mélodieuse. Votre travail est, comme toujours, irréprochable. Cette robe est un chef-d'œuvre. Thérèse rougit de plaisir. Vous me flattez, mademoiselle. C'est un honneur de vous voir porter mon travail en ce jour si spécial. Vous allez être la plus belle mariée Karl ait jamais connue. La plus mémorable, certainement, murmura Séraphine, un sourire énigmatique aux lèvres. Au même moment, dans la demeure Belmont située de l'autre côté d'Arles, près de l'ancien amphithéâtre romain, Édouard se préparait également. Grand, les cheveux blonds soigneusement peignés, le visage agréable bien que marqué par une certaine faiblesse au niveau du menton, il ajustait sa cravate en soie devant son propre miroir. Son frère cadet, Lucien, l'observait avec un mélange d'envie et d'admiration. « Tu es nerveux ?» demanda Lucien, qui n'avait que 18 ans et admirait son aîné avec une dévotion presque aveugle. « Nerveux ? Non, pas vraiment, répondit Édouard en lissant sa veste. Séraphine est particulière, c'est vrai, froide même, mais c'est un excellent mariage pour notre famille. Son père possède la moitié des commerces textiles de la région. Cette union consolidera notre position. Tu parles d'elle comme d'un contrat commercial, remarqua Lucien avec un petit rire. Édouard se tourna vers son frère, son expression devenant plus sombre. N'est-ce pas ce que c'est, au fond? Un contrat. Les sentiments n'ont pas leur place dans ces arrangements. Père me l'a suffisamment répété. Ce qu'Édouard ne disait pas à son frère, c'était que son cœur appartenait déjà à une autre. Rosalie Mercier, la fille du boulanger du quartier du Trébon, était sa maîtresse depuis 2 ans. Belle, passionnée, elle représentait tout ce que Séraphine n'était pas, chaleureuse, spontanée, vivante, mais une fille de boulanger ne pouvait évidemment pas épouser un Belmont. Les barrières sociales étaient infranchissables, et Édouard, malgré son amour pour Rosalie, n'avait jamais envisagé de les défier. Il avait vu Rosalie la veille au soir, dans le petit appartement qu'il louait pour elle, rue de la République. Elle avait pleuré, supplié, mais il était resté ferme. Après le mariage, leur relation devrait devenir plus discrète, voilà tout. C'était ainsi que fonctionnait la société. Les épouses assuraient la lignée et la respectabilité. Les maîtresses offraient la passion et le réconfort.
Ce qu'Édouard ignorait, ce que personne ne savait sauf Séraphine elle-même, c'est que la future mariée était parfaitement au courant de l'existence de Rosalie. Elle savait tout, le petit appartement, les rendez-vous secrets, les promesses murmurées dans l'obscurité. Elle savait aussi beaucoup d'autres choses, des secrets qui auraient fait trembler bien des invités qui se préparaient en ce moment même à célébrer cette union. Séraphine avait passé les 6 derniers mois à enquêter minutieusement sur chaque personne qui assisterait au mariage. Elle avait soudoyé des domestiques, intercepté des lettres, écouté aux portes, suivi des gens dans la nuit. Le petit carnet en cuir noir qu'elle conservait dans le tiroir secret de son secrétaire contenait 200 noms, et à côté de chacun, une liste de péchés, de mensonges, de trahisons. Il y avait là le notaire Bertrand Leclerc, qui avait détourné la fortune d'une veuve pour financer ses dettes de jeu, la noble Hortense de Cambrai, qui avait étouffé son nouveau-né illégitime et l'avait fait enterrer dans son jardin. Le médecin Philippe Garnier, qui vendait de l'opium à des patients vulnérables et en faisait ses esclaves. Le prêtre Augustin Ferrand, qui entretenait une relation incestueuse avec sa nièce. La liste continuait, page après page, un inventaire méticuleux de l'hypocrisie et de la corruption qui gangrénait la bonne société d'Arles. Mais il y avait plus. Il y avait ceux qui avaient directement participé au malheur de Séraphine. Son père, Anatole, dont elle avait découvert qu'il avait empoisonné sa propre épouse pour pouvoir épouser sa maîtresse, avant de renoncer finalement à ce projet par couardise. Son oncle maternel, Guillaume Fontaine, qui avait violé Séraphine quand elle avait 14 ans, lors d'une visite familiale à la campagne, et qui avait menacé de la faire interner dans un asile si elle parlait. La tante Clémence, sœur de sa mère, qui était au courant mais n'avait rien fait, préférant préserver les apparences familiales. Et puis il y avait les Belmont. Édouard et son hypocrisie, mais aussi son père, Augustin Belmont, qui avait orchestré toute cette union, en sachant pertinemment qu'Édouard aimait une autre femme, et Lucille Belmont, la mère d'Édouard, qui avait elle-même empoisonné son premier mari pour épouser Augustin et s'approprier sa fortune. Séraphine avait découvert ce dernier secret tout à fait par hasard, en trouvant de vieilles lettres dans un coffre oublié lors d'une visite à la propriété Belmont. Les lettres étaient explicites. Lucille avait administré de l'arsenic à son mari pendant des mois, provoquant une lente agonie que tout le monde avait prise pour une maladie naturelle. Quand Séraphine avait lu ces lettres, elle avait souri. C'était comme si le destin lui avait tendu un miroir. Midi approchait. Dans toute la ville, les invités se préparaient, ignorant du sort qui les attendait. Ils enfilaient leurs plus beaux vêtements. Les femmes ajustaient leurs bijoux, les hommes ciraient leurs chaussures. Ils se réjouissaient à l'idée du festin somptueux qui les attendait, du vin excellent qui coulerait à flots, des conversations et des rires qui animeraient cette journée mémorable. Dans l'église Saint-Trophime, le père Pascal préparait l'autel, disposant les cierges et vérifiant que tout était en ordre pour la cérémonie. C'était un homme bon qui ne méritait peut-être pas le sort qui l'attendait, mais Séraphine avait renoncé depuis longtemps à faire des distinctions. Dans un monde aussi corrompu, l'innocence était une illusion. Même le père Pascal, avec toute sa bonté apparente, fermait les yeux sur les abus du père Ferrand, préférant protéger l'Église plutôt que ses ouailles. Séraphine descendit lentement l'escalier de la demeure familiale, sa robe bruissant doucement à chaque marche. Marguerite la suivait, tenant délicatement la longue traîne. Dans le grand salon, son père l'attendait, vêtu de son costume le plus élégant. Quand il la vit, ses yeux s'embuèrent. « Ma fille », murmura-t-il, la voix tremblante d'émotion. « Tu es l'image même de ta mère », Séraphine soutint son regard sans ciller. « Vraiment, père, je pensais que mère était bien plus vivante que moi. » Anatole fronça les sourcils, déconcerté par le ton étrange de sa fille, mais il chassa rapidement cette impression. C'était un jour de joie, après tout. Il ne fallait pas gâcher l'atmosphère avec des pensées sombres. « La voiture nous attend », dit-il en lui offrant son bras. « Il est temps de partir pour l'église. » Séraphine posa sa main gantée sur le bras de son père. À travers le tissu de ses gants, elle sentait la chaleur de sa peau, le pouls de son sang.
Dans quelques heures, ce sang ne circulerait plus. Cette pensée lui procura une satisfaction froide et clinique. Le trajet jusqu'à Saint-Trophime ne dura que quelques minutes. Les rues étaient bordées de curieux venus admirer la mariée. Séraphine leur adressa des sourires gracieux, agitant délicatement la main comme on le lui avait appris depuis l'enfance. Les femmes s'extasiaient sur la beauté de sa robe. Les hommes commentaient à voix basse l'élégance de son maintien. Personne ne remarquait la froideur de son regard, ou peut-être tous préféraient-ils ne pas la voir. L'église était bondée, 200 invités exactement, comme prévu. Chaque place avait été soigneusement assignée, chaque détail contrôlé. Séraphine avait veillé personnellement à ce que personne ne soit oublié sur la liste. Quand elle remonta l'allée centrale au bras de son père, l'orgue jouant la marche nuptiale, elle balaya l'assemblée du regard, mémorisant chaque visage. Édouard l'attendait devant l'autel, l'air nerveux mais présentable. Quand leurs regards se croisèrent, elle lui adressa un sourire qui se voulait tendre. Il le lui rendit, soulagé. Peut-être que ce mariage ne serait pas si terrible, après tout. Séraphine avait toujours été étrange, certes, mais elle était d'une beauté remarquable et d'une intelligence indéniable. Il pourrait certainement trouver un terrain d'entente. La cérémonie se déroula sans accroc. Le père Pascal prononça les paroles rituelles. Édouard et Séraphine échangèrent leurs vœux d'une voix claire et assurée. Les alliances furent glissées au doigt, les bénédictions données. Quand vint le moment du baiser qui scellait leur union, Édouard se pencha vers Séraphine. Leurs lèvres se touchèrent brièvement, un contact froid et formel qui ne contenait aucune passion. « Je vous déclare mari et femme », annonça solennellement le père Pascal. L'assemblée applaudit. Les cloches de Saint-Trophime se mirent à sonner à toute volée, leurs carillons résonnant dans toute Arles. Séraphine et Édouard descendirent l'allée centrale en tant que couple marié, accueillis par les sourires et les félicitations de l'assistance. Dehors, le soleil brillait dans un ciel d'un bleu éclatant. Une journée parfaite pour un mariage, une journée parfaite pour une tragédie. Le cortège se forma pour le retour à la demeure Vauquelin, où le banquet attendait. Les voitures se succédèrent dans les rues étroites d'Arles, traversant la place du Forum et longeant les vestiges de l'aqueduc romain. Les habitants de la ville s'arrêtaient pour regarder passer le cortège nuptial, certains que cette union serait célébrée pendant des années. Ils avaient raison, bien sûr. On parlerait effectivement de ce mariage pendant des décennies, mais pas pour les raisons qu'ils imaginaient. D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. Le banquet était somptueux. Les tables disposées dans le grand salon de la demeure Vauquelin ployaient sous le poids des mets les plus raffinés que la Provence pouvait offrir. Des terrines de gibier aux herbes, des pâtés en croûte délicatement dorés, des poissons du Rhône préparés avec du fenouil sauvage, des volailles farcies aux olives et aux capres, des fromages de chèvre affinés, des fruits confits, des tartes aux amandes. L'air embaumait la lavande, le romarin et le thym qui parfumaient les plats. Mais le véritable joyau du banquet, ce qui suscitait l'admiration de tous les convives, c'était le vin. Les carafes de cristal, remplies du précieux liquide rouge rubis de la propriété Belmont, étaient disposées généreusement sur chaque table. Les serviteurs circulaient constamment, veillant à ce qu'aucun verre ne reste vide. Séraphine était assise à la table d'honneur, Édouard à sa droite, son père Anatole à sa gauche. Autour d'eux se pressaient les membres les plus éminents des deux familles et les invités les plus prestigieux. Elle souriait gracieusement aux compliments, répondait poliment aux questions, jouait à la perfection son rôle de jeune mariée radieuse. Pourtant, sous cette façade impeccable, son esprit était ailleurs. Elle revivait mentalement les événements qui l'avaient conduite à ce moment, les blessures accumulées au fil des années, les humiliations, les trahisons. Pour comprendre ce qui allait se produire dans les heures suivantes, il faut remonter le fil de son histoire, plonger dans les ombres de son passé. Séraphine était née en 1814, fille unique d'Anatole Vauquelin et d'Hélène Fontaine. Sa mère était une femme d'une beauté remarquable et d'une douceur infinie, aimée de tous ceux qui la connaissaient. Son père était un homme d'affaires prospère mais froid, obsédé par la réussite et l'argent.
Le mariage avait été arrangé comme tant d'autres pour unir deux fortunes et deux noms respectables. Les premières années de Séraphine furent relativement heureuses. Sa mère l'adorait et passait des heures à jouer avec elle, à lui lire des histoires, à lui enseigner la musique et le dessin. Son père était distant mais pas cruel, du moins pas ouvertement. Il voyait sa fille comme un investissement, un atout qui servirait un jour à conclure une alliance avantageuse. Tout changea quand Séraphine eut 8 ans. Anatole prit une maîtresse, Isabelle Durand, une veuve ambitieuse de 10 ans sa cadette. Il ne se donnait même pas la peine de dissimuler cette liaison. Toute la ville était au courant, et Hélène dut supporter l'humiliation publique avec une dignité qui cachait mal son cœur brisé. Séraphine se souvenait parfaitement du jour où elle avait compris. Elle avait surpris une conversation entre des domestiques qui ricanaient en évoquant les visites nocturnes d'Anatole chez Isabelle. Quand elle avait couru vers sa mère pour lui demander ce que cela signifiait, Hélène avait simplement serré sa fille dans ses bras, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Le monde est cruel avec les femmes, ma chérie, avait-elle murmuré. Nous devons apprendre à supporter en silence. » Mais Hélène ne supporta pas longtemps. Sa santé déclina rapidement. Elle qui avait toujours été robuste devint pâle et faible, souffrant de maux d'estomac constants, de vertiges, de crises qui la laissaient prostrée pendant des jours. Les médecins étaient perplexes. Ils prescrivaient des saignées, des purgatifs, des toniques, mais rien n'améliorait son état. Séraphine, alors âgée de 14 ans, passait des heures au chevet de sa mère, lui tenant la main, lui lisant des poèmes, essayant désespérément de la réconforter. C'est lors d'une de ces nuits, alors qu'Hélène sombrait dans un délire fiévreux, que Séraphine entendit sa mère marmonner des mots incohérents. « Le thé, Anatole, toujours le thé qu'il m'apporte. Pourquoi si amer? Pourquoi si malade après ?» Ces paroles restèrent gravées dans l'esprit de Séraphine. Le lendemain, elle observa son père avec une attention nouvelle. Elle remarqua qu'il apportait effectivement chaque soir une tasse de thé à son épouse, insistant pour qu'elle le boive entièrement. Elle vit aussi quelque chose dans son regard quand il regardait sa femme affaiblie, quelque chose qui ressemblait à de l'impatience plutôt qu'à de l'inquiétude. Un soir, alors qu'Anatole était sorti pour affaires, Séraphine fouilla son bureau. Dans un tiroir fermé à clé qu'elle força avec une épingle à cheveux, elle trouva un petit flacon contenant une poudre blanche. Il n'y avait pas d'étiquette, mais Séraphine, qui lisait tout ce qui lui tombait sous la main, y compris les traités de médecine de la bibliothèque familiale, reconnut immédiatement la texture et l'apparence de l'arsenic. Elle ne dit rien. Que pouvait-elle faire? Qui la croirait? Une adolescente accusant son propre père de meurtre. Elle serait enfermée dans un asile avant d'avoir pu prononcer 3 phrases. Alors elle observa, impuissante, sa mère dépérir jour après jour. Hélène mourut par une froide nuit de janvier 1829. Séraphine était à ses côtés, tenant sa main glacée. Les derniers mots de sa mère furent un murmure à peine audible. « Pardonne-lui. Ne deviens pas comme lui. Promets-moi. » Séraphine promit, mais c'était un mensonge. Dans son cœur, une haine froide et implacable avait pris racine. Elle savait désormais que son père était un assassin. Elle savait aussi qu'il ne serait jamais puni, car la société protégeait les hommes riches et respectables, peu importe leurs crimes. Ce qu'elle ignorait à l'époque, c'est que le pire restait à venir. 3 mois après la mort d'Hélène, lors d'une visite chez son oncle Guillaume Fontaine, le frère de sa mère, dans sa propriété rurale près de Saint-Rémy-de-Provence, Séraphine vécut l'expérience qui achèverait de la briser et de la transformer en ce qu'elle était devenue. Guillaume était un homme corpulent d'une 50aine d'années, jovial en apparence, respecté dans la région. Séraphine l'avait toujours trouvé légèrement désagréable, avec sa façon de la regarder qui lui donnait envie de se couvrir davantage. Mais elle ne s'était jamais doutée de ce dont il était capable. Ce soir-là, après le dîner, Guillaume avait insisté pour lui montrer sa bibliothèque, une pièce isolée au 2e étage de la maison. Séraphine, qui adorait les livres, l'avait suivi innocemment. Une fois la porte fermée, Guillaume s'était transformé.
Son sourire jovial avait laissé place à quelque chose de bestial. Ce qui s'était passé ensuite, Séraphine ne pouvait y penser sans sentir la bile lui monter à la gorge. Guillaume l'avait violée avec une violence brutale, couvrant sa bouche de sa main quand elle avait tenté de crier. Quand il eut terminé, il l'avait menacée d'une voix calme et froide. « Si tu en parles à quiconque, je te ferai interner. Je dirai que tu es folle, que tu inventes des histoires scandaleuses. Ton père, que j'ai aidé financièrement après la mort de ta mère, me croira plutôt que toi. Et tu finiras tes jours enchaîné dans un asile, à être nourri de force et baigné dans l'eau froide pour calmer ton hystérie. Est-ce que tu comprends ?» Séraphine avait compris. Elle était rentrée chez elle en silence, le corps meurtri, l'âme déchirée. Elle avait pensé se confier à sa tante Clémence, la sœur aînée de sa mère, qui lui avait toujours témoigné de l'affection. Mais quand elle avait essayé, prudemment, de faire allusion à ce qui s'était passé, Clémence l'avait coupé net. « Je ne veux pas entendre de telles sottises, Séraphine. Ton oncle Guillaume est un homme honorable. Si tu as mal interprété un geste affectueux de sa part, c'est que ton esprit est perturbé par la mort de ta mère. Je t'interdis de répandre de telles calomnies qui pourraient détruire notre famille. » C'est à ce moment précis que quelque chose se brisa définitivement en Séraphine. Elle comprit que le monde était construit sur des mensonges, que les apparences comptaient plus que la vérité, que les puissants pouvaient commettre n'importe quelle atrocité sans craindre de conséquences. Cette révélation fut à la fois dévastatrice et libératrice. Si le monde n'avait pas de règles morales réelles, alors elle non plus n'avait pas à s'y conformer. Les années suivantes furent consacrées à sa transformation. Elle devint une jeune femme modèle en apparence, accomplissant parfaitement tous les devoirs que la société attendait d'elle. Elle apprit l'art de la conversation mondaine, de la broderie, du chant, de la danse. Elle souriait au bon moment, baissait modestement les yeux quand c'était nécessaire, se montrait charmante avec les invités de son père. Mais dans le secret de sa chambre et de son petit laboratoire, elle poursuivait d'autres études. Elle dévorait tous les traités scientifiques qu'elle pouvait trouver, particulièrement ceux qui traitaient de chimie et de botanique. Elle expérimentait, prenait des notes méticuleuses, développait ses connaissances en toxicologie avec une détermination implacable. Elle commença aussi à observer, à écouter, à collecter des secrets. Elle découvrit rapidement que derrière chaque façade respectable se cachaient des vérités sordides. Le notaire qui détournait des fonds, le médecin qui abusait de ses patientes sous prétexte d'examens médicaux, le marchand qui vendait des denrées avariées aux pauvres, le prêtre qui entretenait une relation incestueuse. La liste s'allongeait, page après page, dans son carnet noir. Quand Anatole lui annonça ses fiançailles avec Édouard Belmont, Séraphine accueillit la nouvelle avec un calme apparent. En réalité, son esprit calculait déjà. Elle accepta le mariage, mais avec ses propres conditions secrètes. Cette union ne serait pas une soumission, mais l'occasion parfaite pour son œuvre finale. Elle enquêta sur les Belmont avec la même minutie qu'elle avait appliquée à tous les autres. Ce qu'elle découvrit dépassa ses attentes. Édouard, qui se prétendait honorable, entretenait une maîtresse qu'il visitait régulièrement, promettant de rester avec elle même après le mariage. Son père Augustin avait bâti sa fortune en ruinant délibérément des concurrents, allant jusqu'à provoquer le suicide d'un associé en le dépouillant de tout. Sa mère, Lucile, était une meurtrière, ayant empoisonné son premier mari exactement comme Anatole avait empoisonné Hélène. Cette dernière découverte avait particulièrement fasciné Séraphine. C'était comme si le destin lui tendait un miroir. Lucile avait utilisé le poison pour échapper à un mariage malheureux et s'emparer d'une fortune. Séraphine allait utiliser le même instrument, mais avec une ambition bien plus grande. Elle ne voulait pas simplement échapper. Elle voulait punir. Tous. Pas seulement ceux qui l'avaient directement blessée, mais tous ceux qui participaient à ce système de mensonges et d'hypocrisie. Chaque invité à ce mariage portait sa part de culpabilité. Certains pour des crimes majeurs, d'autres pour de moindres péchés,
mais tous complices d'un monde qui permettait aux monstres de prospérer derrière des masques de respectabilité. Et elle-même? Séraphine savait qu'elle était devenue un monstre aussi. Peut-être pire que ceux qu'elle jugeait, mais au moins elle était honnête avec elle-même. Elle ne se cachait pas derrière de fausses vertus. Elle reconnaissait sa nature pour ce qu'elle était. À présent, alors qu'elle était assise à la table d'honneur, observant les invités rire et boire, elle se sentait étrangement en paix. Dans une heure, tout au plus, les premiers symptômes commenceraient à apparaître. Elle avait calculé le dosage avec précision. Assez de temps pour que tous aient bu suffisamment, mais pas trop pour leur laisser une chance de s'échapper. Édouard se pencha vers elle avec un sourire charmeur. « Vous semblez pensive, ma chère épouse. »« À quoi pensez-vous » Séraphine lui rendit son sourire. « Je pensais à quel point cette journée est parfaite, exactement comme je l'avais imaginé. Vraiment, je dois avouer que je craignais que vous trouviez tout cela un peu étouffant. Vous avez toujours semblé préférer la solitude aux grandes assemblées. »« Oh, j'ai appris à apprécier les foules, » répondit Séraphine d'une voix douce, « surtout quand elles sont réunies pour une occasion aussi mémorable. » Édouard rit, ne comprenant pas le double sens de ses paroles. Il leva son verre. « Un toast alors, à nous, à notre avenir, et à tous ceux qui nous ont honorés de leur présence aujourd'hui. »« À tous ceux qui sont présents, » répéta Séraphine en levant son propre verre. « Que cette journée reste gravée dans les mémoires. » Les convives applaudirent et burent. Séraphine porta le verre à ses lèvres, mais ne but qu'une infime gorgée. Son poison à elle viendrait plus tard, quand le moment serait parfait. À la table voisine, Guillaume Fontaine riait bruyamment en racontant une histoire grivoise à un groupe d'hommes qui l'écoutaient avec des sourires complices. Séraphine le regardait sans expression. Bientôt, très bientôt, il paierait pour ce qu'il lui avait fait. Aucun asile ne le protégerait, aucune menace ne sauverait sa vie. Son père Anatole, légèrement éméché, bavardait avec le père Belmont sur les perspectives commerciales que cette union ouvrait. Deux assassins discutant d'affaires en sirotant du vin empoisonné. L'ironie était délicieuse. Lucille Belmont, élégante dans sa robe de soie bordeaux, papillonnait de table en table, acceptant gracieusement les compliments sur la réussite du mariage de son fils. Elle ne savait pas que son propre passé criminel avait été découvert, que ses secrets n'étaient plus en sécurité. Et tous les autres, le notaire corrompu, le médecin dépravé, la noble infanticide, le prêtre incestueux, des dizaines et des dizaines d'hypocrites, tous rassemblés dans cette salle, tous condamnés par leur propre présence. Séraphine se leva soudain, faisant teinter son verre avec un couteau pour attirer l'attention. Le brouhaha des conversations s'éteignit progressivement. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Mesdames et messieurs, » commença-t-elle d'une voix claire et posée, « je voudrais prendre un moment pour remercier chacun d'entre vous d'être venu célébrer ce jour avec nous. Votre présence ici signifie énormément pour moi. » Des applaudissements polis s'élevèrent. « Chacun de vous, » continua-t-elle, « tient une place particulière dans ma vie. Certains sont de la famille, d'autres des amis de longue date, d'autres encore des relations d'affaires de nos familles. Mais tous, sans exception, avaient contribué à faire de moi la personne que je suis, aujourd'hui. » Nouveau tonnerre d'applaudissements. Personne ne saisissait l'amertume glaciale qui sous-tendait ces paroles. « Alors, levons nos verres, » dit-elle en élevant le sien, « à la vérité, à ce qui se cache derrière les apparences, à la justice, aussi tardive soit-elle. » Les invités, confus mais toujours polis, levèrent leurs verres et burent. Séraphine les observa avec une satisfaction froide. Le mécanisme était enclenché. Il n'y avait plus de retour possible. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. 1 heure s'était écoulée depuis le toast de Séraphine. Le banquet battait son plein. Les convives, rassasiés et joyeux, continuaient de boire le vin excellent des Belmont. Les conversations étaient animées, ponctuées de rires. Des musiciens installés dans un coin jouaient des mélodies provençales entraînantes. Quelques couples s'étaient même levés pour danser dans l'espace dégagé au centre du salon. Séraphine circulait parmi les invités, échangeant quelques mots avec chacun, acceptant leurs félicitations,
incarnant parfaitement le rôle de la mariée radieuse. Mais intérieurement, elle comptait les minutes. Son cœur battait calmement, régulièrement. Pas de panique, pas de remords, juste une attente patiente. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose qui n'aurait pas dû se produire. Dans un coin du salon, près de la fenêtre donnant sur le jardin, une fillette d'environ 6 ans jouait avec une poupée de chiffon. Séraphine reconnut immédiatement Marie Arnaud, la fille du cocher de la famille Belmont. Comment cette enfant se trouvait-elle ici? Elle n'était pas sur la liste des invités. Les enfants en bas âge n'étaient jamais conviés à ce genre de célébration. Le sang de Séraphine se glaça. Elle traversa rapidement le salon, se frayant un chemin entre les invités. En approchant, elle vit avec horreur que la fillette tenait dans sa main une petite tasse en porcelaine à moitié pleine de vin rouge. « Marie !» appela-t-elle d'une voix qu'elle s'efforça de garder calme. « Que fais-tu ici, ma chérie ?» La fillette leva vers elle de grands yeux innocents. « Bonjour, madame. Je suis venue avec papa. Il m'a dit que je pouvais jouer ici, si je restais sage. »« Et cette tasse ?» demanda Séraphine, le cœur battant à tout rompre. « Tu as bu ?»« Juste un petit peu, » répondit Marie avec un sourire timide. « Ça a un drôle de goût, mais papa dit que le vin des grandes personnes a toujours un drôle de goût. » Le monde sembla s'arrêter pour Séraphine. Cet enfant, cet innocent enfant qui n'avait rien à voir avec tous ces adultes corrompus. Elle n'avait pas prévu cela. Jamais elle n'aurait imaginé qu'un enfant puisse être présent. Pour la première fois depuis des années, Séraphine sentit quelque chose se fissurer dans la carapace de glace qu'elle s'était construite. Une hésitation, un doute, un éclair de conscience qui perçait les ténèbres de son projet vengeur. « Viens avec moi, ma chérie », dit-elle d'une voix tremblante, en prenant la main de Marie. « Nous allons trouver ton papa. » Elle localisa rapidement Jacques Arnaud, le cocher, qui discutait avec d'autres domestiques près de la porte de service. C'était un homme simple, honnête, qui n'avait jamais fait de mal à personne. Pourquoi était-il là? Séraphine se rappela soudain, les domestiques avaient également été invités au banquet par générosité apparente d'Augustin Belmont, qui voulait montrer sa magnanimité. Une décision qui avait ravi tout le monde, mais qui n'avait pas figuré sur la liste initiale des invités que Séraphine avait utilisés pour ses calculs. « Monsieur Arnaud, » dit-elle en s'approchant, « votre fille était en train de boire du vin. » Jacques pâlit. « Marie, je t'avais dit de rester dans la cour. Comment as-tu pu... »« Ce n'est rien. » l'interrompit Séraphine, l'esprit travaillant à toute vitesse. « Mais les enfants ne doivent pas boire d'alcool. C'est dangereux pour leur santé. Je pense qu'il serait préférable que vous la rameniez à la maison. » Jacques hocha vigoureusement la tête, reconnaissant et confus. « Bien sûr, madame. Je suis désolé pour le dérangement. Marie, va dire au revoir à madame Séraphine. » Mais Séraphine ne l'écoutait plus. Elle fixait la fillette avec une intensité nouvelle. Cet enfant avait bu. Pas beaucoup, peut-être juste une gorgée, mais avec un poison aussi concentré. Cela pouvait suffire. Dans 30 minutes, 40 minutes tout au plus, Marie commencerait à ressentir les premiers symptômes. Et il n'y avait aucun antidote. Une vague de panique, sentiment qu'elle pensait avoir oublié, submergea Séraphine. Qu'avait-elle fait? Cette enfant innocente allait mourir par sa faute. Toute sa rationalisation, toute sa justification morale s'effondrait face à cette réalité brutale. « Attendez !» s'exclama-t-elle alors que Jacques commençait à entraîner sa fille vers la sortie. Le cocher se retourna, surpris par le ton urgent de Séraphine. « Il faut... » Séraphine hésita. Que pouvait-elle dire? Comment pouvait-elle expliquer? « Il faut emmener Marie chez le médecin, tout de suite. »« Chez le médecin ?» répéta Jacques, perplexe. « Mais elle va bien, madame. C'est juste un peu de vin. »« Non !» La voix de Séraphine était devenue presque hystérique. « Vous ne comprenez pas. Le vin, il y a quelque chose qui ne va pas avec le vin. Votre fille pourrait être très malade. Vous devez partir immédiatement. Allez chez le docteur Renaud, rue des Cordiers. Dites-lui que je vous envoie. Dites-lui que l'enfant a ingéré un produit toxique et qu'elle a besoin d'un émétique puissant. Tout de suite. » Jacques la fixait avec des yeux ronds, ne comprenant manifestement rien, mais alarmé par l'urgence dans la voix de la jeune mariée. « D'accord, madame.
Nous partons tout de suite. Il souleva Marie dans ses bras et se précipita vers la sortie. Séraphine les regarda partir, le cœur battant violemment. Peut-être que le médecin pourrait la sauver. Si elle n'avait bu qu'une gorgée, si l'émétique était administré assez vite, peut-être... C'est à ce moment que tout bascula. « Séraphine, que se passe-t-il » Elle se retourna brusquement. Édouard se tenait derrière elle, l'air inquiet. Derrière lui, plusieurs invités avaient remarqué la scène et s'approchaient, curieux. « Pourquoi avez-vous envoyé le cocher partir avec sa fille » demanda Édouard. « Et pourquoi parliez-vous d'un produit toxique » Séraphine ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son esprit, d'habitude si calculateur, était soudain vide. Que pouvait-elle dire? Comment expliquer? Ce fut à ce moment précis, comme si le destin orchestrait une cruelle ironie, que le premier invité s'effondra. C'était le notaire Bertrand Leclerc. Il était en pleine conversation avec Augustin Belmont, quand soudain son visage devint livide. Il porta une main à son estomac, grimaçant de douleur. Puis ses jambes se dérobèrent sous lui et il s'écroula sur le sol, renversant au passage une table couverte de verre qui se brisèrent dans un fracas assourdissant. Un cri jaillit de l'assemblée. Les convives les plus proches se précipitèrent vers lui. Bertrand se tordait sur le sol, son corps secoué de spasmes violents. De l'écume apparut au coin de sa bouche. Ses yeux révulsés ne voyaient plus rien. « Appelez un médecin !» hurla quelqu'un. Mais déjà, d'autres invités commençaient à manifester les mêmes symptômes. Hortense de Cambrai poussa un cri déchirant et s'effondra contre une colonne, glissant lentement au sol. Le médecin Philippe Garnier, ironiquement, fut le suivant, s'écroulant face contre terre en renversant une carafe de vin. La panique explosa dans le salon. Les cris se multipliaient. Des corps tombaient de toutes parts, certains convulsant violemment, d'autres rigides comme des statues. Les serviteurs couraient dans tous les sens, ne sachant que faire. Certains invités encore debout se précipitaient vers les sorties, mais beaucoup d'entre eux s'effondraient avant de les atteindre. Édouard avait saisi Séraphine par les épaules, la secouant presque. « Qu'avez-vous dit à propos d'un produit toxique, Séraphine? Qu'avez-vous fait ?» Elle le regarda dans les yeux. Dans le chaos ambiant, dans ce cauchemar qu'elle avait elle-même orchestré, elle trouva une étrange clarté. Le moment était venu. Plus de mensonges, plus de masques. « J'ai fait ce qui devait être fait », répondit-elle d'une voix calme qui contrastait terriblement avec l'horreur qui se déployait autour d'eux. « J'ai empoisonné le vin. Tous ceux qui en ont bu vont mourir. » Le visage d'Édouard se décomposa. « Vous... Quoi ? Non, non, c'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir... » Le flacon dans mon laboratoire, l'arsenic mélangé à d'autres substances. J'ai passé 6 mois à perfectionner la formule. Chaque carafe a été empoisonnée la nuit dernière. Sa voix était étonnamment stable, presque détachée, comme si elle récitait une leçon apprise par cœur. Édouard recula d'un pas, horrifié. « Pourquoi? Au nom du ciel, pourquoi? Parce que chaque personne dans cette salle le méritait. » répondit Séraphine. « Votre père qui a ruiné des familles entières pour sa propre cupidité. Votre mère qui a empoisonné son premier mari. Vous qui me promettiez fidélité tout en gardant votre maîtresse. Mon père qui a tué ma mère. Mon oncle qui m'a violé. Et tous les autres, chacun avec ses propres crimes, ses propres mensonges. » Autour d'eux, le salon était devenu une scène d'apocalypse. Des dizaines de corps jonchaient désormais le sol. Certains étaient déjà immobiles, les yeux fixes, la bouche ouverte dans un dernier cri silencieux. D'autres continuaient de se tordre en agonie, griffant le parquet, implorant une aide qui ne viendrait pas. Le vin rouge se mêlait au sang et aux vomissures, créant des flaques sombres sur le sol. L'air était saturé d'odeurs de mort et de peur. Guillaume Fontaine gisait sur le dos, les yeux exorbités, les mains crispées sur sa gorge comme s'il tentait d'arracher un invisible étrangleur. Séraphine le regarda sans émotion. Justice était faite. Son père Anatole rampait vers elle, tendant une main tremblante. « Séraphine, ma fille, qu'as-tu fait? Pourquoi ?» Elle s'agenouilla à côté de lui. « Tu as tué maman, » dit-elle simplement. « Je le savais depuis le début. L'arsenic dans son thé, nuit après nuit. Tu pensais que personne ne s'en apercevrait. Mais moi, je savais.
Anatole voulut répondre, mais un spasme violent le secoua. Du sang coula de sa bouche. Quelques secondes plus tard, il était mort. Lucille Belmont s'était effondrée contre un mur, la respiration sifflante, le teint cireux. Elle regardait Séraphine avec une compréhension terrible dans les yeux. « Vous avez trouvé les lettres, » murmura-t-elle. « Vous savez ce que j'ai fait. »« Oui, » confirma Séraphine. « Et je me suis dit qu'il était approprié que vous mouriez de la même façon que votre première victime. » Lucille eut un rire amer qui se transforma en toux sanglante. « Nous sommes pareils, vous et moi. »« Non, » répondit Séraphine, « je ne tue pas pour l'argent ou la convenance, je tue pour la justice. »« La justice ?» Lucille secoua faiblement la tête. « Vous appelez ça de la justice? Vous êtes folle. » Peut-être l'était-elle. Séraphine ne pouvait plus en être certaine. Le chaos qui l'entourait, les cris d'agonie, l'odeur de mort, tout cela lui paraissait irréel, comme un cauchemar dont elle ne pouvait se réveiller. Édouard était toujours debout, mais il chancelait. Il avait bu du vin lui aussi. Beaucoup de vin. « Je vous aimais, » dit-il d'une voix étranglée. « Malgré tout, j'étais prêt à essayer de vous aimer. »« Vous aimiez Rosalie, » rétorqua Séraphine. « Vous m'auriez utilisé pour votre lignée et votre fortune pendant que votre cœur restait ailleurs. C'est cela que vous appelez de l'amour ?» Il n'eut pas le temps de répondre. Ses genoux se dérobèrent et il s'effondra. Séraphine le regarda tomber sans un geste pour le retenir. Les survivants, ceux qui n'avaient pas ou peu bu, fuyaient maintenant en masse vers les portes. Certains hurlaient au meurtre, d'autres simplement hurlaient de terreur pure. Marguerite, la dame de compagnie de Séraphine, qui avait eu la sagesse de ne boire que de l'eau, se tenait figée près de l'escalier, les yeux écarquillés d'horreur. « Mademoiselle » murmura-t-elle quand Séraphine croisa son regard. « Qu'avez-vous fait? Mon Dieu, qu'avez-vous fait ?»« Ce que je devais faire, » répondit simplement Séraphine. Elle se dirigea calmement vers la table d'honneur, enjambant les corps avec un détachement presque clinique. La scène autour d'elle était digne d'un tableau représentant l'enfer. Le beau salon, avec ses décorations florales et ses nappes blanches, était devenu un charnier. Des hommes et des femmes en tenue de fête gisaient dans des positions grotesques, leurs visages figés dans des masques de souffrance. Le contraste entre la beauté des lieux et l'horreur de ce qui s'y déroulait était saisissant. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Séraphine s'assit sur sa chaise, à la place d'honneur qu'elle avait occupée durant le banquet. Elle sortit de la poche cachée de sa robe la petite fiole qu'elle avait préparée pour elle-même. Le poison qu'elle contenait était beaucoup plus concentré que celui du vin. La mort serait rapide. Elle dévissa lentement le bouchon, observant le liquide ambré. Dans quelques minutes, tout serait terminé. Sa vengeance serait complète. Son œuvre accomplie. Mais alors qu'elle portait la fiole à ses lèvres, une voix l'arrêta. « Mademoiselle Séraphine, non !» C'était Marguerite, qui avait traversé le salon dévasté pour la rejoindre. Des larmes coulaient sur ses joues. « Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Quelle que soit la raison qui vous a poussé à cela, ce n'est pas trop tard pour vous. Vous pouvez encore vivre, fuir, quelque part où personne ne vous connaît. » Séraphine la regarda avec une expression presque tendre. Marguerite avait été une des rares personnes authentiques dans sa vie, une des rares qui ne méritait pas de voir cela. « Vous êtes bonne, Marguerite, » dit-elle doucement. « Trop bonne pour ce monde. Mais pour moi, il n'y a plus de retour possible. J'ai franchi une ligne que l'on ne peut pas retraverser. »« Mais la petite Marie, » insista Marguerite désespérément. « Vous l'avez sauvée. Cela prouve qu'il reste encore quelque chose d'humain en vous, quelque chose qui mérite de vivre. » Séraphine hésita. La petite Marie, oui, elle l'avait sauvée. Ce geste spontané de compassion avait tout compromis, avait révélé prématurément son plan. Mais elle ne regrettait pas. Si cet enfant survivait, si elle était la seule à échapper à la tragédie, alors peut-être que tout n'était pas entièrement noir. « Partez, Marguerite, » dit finalement Séraphine. « Quittez cette maison avant que les autorités n'arrivent. Allez vivre votre vie. Trouvez un homme bon. Ayez des enfants, soyez heureuse. »
Ne laissez pas les ténèbres de ce jour vous consumer. Je ne peux pas vous laisser, sanglota Marguerite. Vous le pouvez et vous le devez, insista Séraphine. Je vous en donne l'ordre. Partez, maintenant. À contre-cœur, Marguerite recula. Elle jeta un dernier regard déchiré à Séraphine, puis se détourna et courut vers la sortie. Seule à nouveau, Séraphine contempla la fiole dans sa main. Autour d'elle, les gémissements s'étaient tus progressivement. La plupart des invités étaient désormais morts ou mourants. Le silence qui s'installait était plus terrifiant que les cris qui l'avaient précédé. Elle repensa à sa mère, à son dernier regard, à ses dernières paroles. Ne deviens pas comme lui. Mais elle était devenue bien pire. Elle était devenue un monstre plus grand que tous ceux qu'elle avait punis. Et pourtant, en regardant tous ces corps, tous ces hypocrites qui ne pourraient plus jamais faire de mal, elle ne ressentait aucun remords. Juste une immense fatigue, une lassitude qui pesait sur ses épaules comme un manteau de plomb. « Pour vous, maman », murmura-t-elle en levant la fiole, « et pour toutes les autres victimes que personne n'a vengées. » Elle porta la fiole à ses lèvres. Séraphine but le poison en une seule gorgée décidée. Le liquide était étrangement tiède, avec un arrière-goût amer qui lui fit froncer les sourcils. Elle reposa la fiole vide sur la table et croisa les mains sur ses genoux, adoptant une posture presque sereine, comme si elle attendait simplement la fin d'une représentation théâtrale. Les minutes qui suivirent furent étranges. Le salon, qui avait été le théâtre d'un chaos indescriptible, était maintenant plongé dans un silence de mort. Littéralement. Les corps gisaient partout, certains affalés sur les tables, d'autres étalés sur le parquet ciré. Les fleurs blanches qui décoraient la salle paraissaient obscènes dans ce contexte, comme une parodie cruelle de pureté au milieu d'un massacre. Séraphine attendait que le poison commence à faire effet, mais rien ne se passait. Son cœur battait calmement. Sa respiration était régulière. Aucune douleur ne la tenaillait. Elle fronça les sourcils, perplexe. Avait-elle commis une erreur dans la préparation de sa dose personnelle? C'était impossible. Elle avait été si méticuleuse. À travers les hautes fenêtres du salon, elle pouvait voir le jour décliner. Le soleil de cette fin d'après-midi d'avril projetait une lumière dorée et cruelle sur la scène macabre. Dans les rues d'Arles, la vie continuait, ignorante du carnage qui venait de se produire dans la demeure Vauquelin. Des enfants jouaient probablement sur les places, des marchands fermaient leurs échoppes, des couples se promenaient le long du Rhône. Le monde tournait, indifférent. C'est alors qu'elle entendit des voix et des pas précipités à l'extérieur. La porte principale s'ouvrit avec fracas. Plusieurs hommes firent irruption, menés par le commissaire Alphonse Girard, un homme corpulent au visage rougeau que Séraphine connaissait de vue. Derrière lui se pressaient des gardes municipaux, le médecin légiste, et d'autres notables alertés par les survivants qui avaient fui la maison. Ils s'arrêtèrent net sur le seuil du salon, saisis d'horreur par le spectacle qui s'offrait à eux. Le commissaire Girard porta une main à sa bouche, le teint subitement verdâtre. Un des gardes se détourna pour vomir. « Sainte Mère de Dieu !» murmura le commissaire. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Séraphine leva calmement les yeux vers lui. « Un mariage, dit-elle d'une voix posée. Et la justice ?» Le commissaire la fixa, incrédule. « Madame Belmont, c'est vous? Vous êtes vivante ?» « Pour le moment, répondit-elle, bien que j'ai pris le même poison que tous les autres. Il semblerait que quelque chose n'ait pas fonctionné comme prévu. » Le poison? Le commissaire fit un pas en avant, puis s'arrêta, comme s'il craignait de s'aventurer plus loin dans cette salle maudite. « Vous dites que vous les avez empoisonnés? Tous? » « Oui, » confirma simplement Séraphine. « 200 invités. Le vin a été empoisonné la nuit dernière. Chacun d'eux a bu à sa propre mort. » Un murmure horrifié parcourut le groupe d'hommes. Le médecin légiste, un homme maigre nommé docteur Renaud, s'avança prudemment, examinant les corps les plus proches. Il vérifia les pouls, souleva les paupières, observa la couleur des lèvres et des ongles. « Ils sont presque tous morts », annonça-t-il d'une voix tremblante. « Je n'ai jamais rien vu de tel. L'empoisonnement doit avoir été massif. Quelle substance avez-vous utilisée ?» Séraphine esquissa un sourire froid.
Un mélange de ma composition. Je ne pense pas que vous trouviez la formule exacte dans vos manuels de médecine. Le commissaire Girard se reprit, essayant de retrouver une contenance officielle. Madame, je vous arrête au nom de la loi pour meurtre multiple. Sa voix tremblait malgré lui. Bien sûr, répondit Séraphine, je n'ai jamais eu l'intention de m'échapper. J'ai pris ma dose de poison, mais pour une raison que j'ignore, il n'a pas encore agi. Le docteur Renaud s'approcha d'elle avec précaution. Puis-je demanda-t-il en désignant la fiole vide sur la table. Séraphine hocha la tête. Le médecin examina la fiole, la renifla, puis regarda Séraphine avec une expression étrange. Madame, ce flacon, il sent le miel et quelques herbes, mais je ne détecte aucune odeur de poison. Êtes-vous certaine d'avoir pris le bon flacon? Le cœur de Séraphine se serra. Elle se leva brusquement, arrachant presque la fiole des mains du médecin. Elle la renifla elle-même. Le docteur avait raison. Ce n'était pas le bon mélange. Comment était-ce possible? Elle avait été si prudente, si méticuleuse dans ses préparations. Et soudain, elle comprit. Marguerite. Sa fidèle Marguerite qui connaissait tous ses secrets, qui l'avait vu préparer ses fioles, qui avait dû échanger celles-ci contre un mélange inoffensif. Quand? Probablement ce matin même, pendant que Séraphine s'habillait. Marguerite avait dû entrer dans son laboratoire et faire la substitution, espérant sauver la vie de sa maîtresse. Une vague de sentiments contradictoires submergea Séraphine. Colère d'avoir été contrecarrée dans son plan. Surprise de la ruse de Marguerite. Et quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle avait cru avoir étouffé depuis longtemps. Une pointe d'émotion face à cet acte de dévotion désespérée. « Alors je vais vivre », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. « Je vais devoir faire face aux conséquences. » « En effet, » dit sèchement le commissaire Girard, « emmenez-la et faites venir des hommes pour s'occuper de tout cela. » Il désigna vaguement les corps qui jonchaient le salon. 2 gardes s'avancèrent pour saisir Séraphine. Elle ne résista pas. Alors qu'il lui passait des fers au poignet, elle jeta un dernier regard sur la salle, son œuvre, son terrible chef-d'œuvre. Tous ces visages qu'elle avait étudiés, observés, jugés, étaient maintenant figés dans la mort. Son père, son oncle, les Belmont, et tous les autres. Avait-elle eu raison? Dans les jours, les semaines, les mois qui viendraient, cette question la hantrait. Mais pour le moment, dans l'immédiat aftermath de sa vengeance, elle ne ressentait qu'une immense lassitude. On la conduisit hors de la maison. Dehors, une foule s'était rassemblée, attirée par le chaos et les rumeurs qui se répandaient déjà comme une traînée de poudre à travers Arles. Quand les gens la virent émerger, encore vêtue de sa robe de mariée tachée de sang, un murmure horrifié s'éleva. « C'est elle, la mariée empoisonneuse, monstre, démon !» Séraphine garda la tête haute, refusant de baisser les yeux devant leurs regards accusateurs. Qu'ils la jugent, qu'ils la maudissent. Elle avait fait ce qu'elle estimait nécessaire. On l'emmena dans une voiture fermée jusqu'à la prison municipale d'Arles, un bâtiment sombre et humide, situé près de l'ancien cirque romain. Elle fut enfermée dans une cellule étroite, aux murs suintant d'humidité, meublée d'un simple grabat et d'un seau. La porte se referma avec un claquement métallique qui résonna sinistrement. Séraphine s'assit sur le lit de paille, posant ses mains enchaînées sur ses genoux. À travers la minuscule fenêtre grillagée, elle pouvait voir le ciel qui s'assombrissait. La nuit tombait sur Arles, une nuit qui serait hantée par les fantômes de 200 morts. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'interrogatoires, de confrontations, de procédures juridiques. Le commissaire Girard la questionnait pendant des heures, essayant de comprendre les motivations derrière son acte terrifiant. Séraphine répondait avec une franchise désarmante, n'essayant pas de nier ou de minimiser ce qu'elle avait fait. « Ils méritaient tous de mourir », répétait-elle calmement. « Chacun d'eux portait le poids de crimes impunis. J'ai simplement rétabli l'équilibre. »« Vous vous prenez pour Dieu ?» demanda un jour le commissaire, exaspéré par son calme apparent. « Non, » répondit Séraphine. Je me prends pour ce que je suis, quelqu'un qui a été blessé au-delà de toute réparation et qui a choisi de transformer sa douleur en action. Si Dieu existait et s'occupait de justice,
je n'aurais pas eu besoin de faire ce que j'ai fait. Le procès commença 3 mois après le massacre. L'affaire avait fait la une de tous les journaux de France. La mariée empoisonneuse d'Arles était devenue une figure sinistre et fascinante, alimentant d'innombrables conversations dans les salons et les cafés. Certains la voyaient comme un monstre pur, d'autres comme une victime qui avait été poussée à bout. Les débats faisaient rage. Le tribunal était bondé chaque jour du procès. Séraphine fut amenée enchaînée, vêtue d'une simple robe grise, ses cheveux tirés en arrière. Elle ne ressemblait plus à la belle mariée du jour fatal. Son visage était pâle, creusé, mais ses yeux conservaient cette même intensité glaciale. L'accusation présenta les faits de manière brutale et sans équivoque. 200 personnes assassinées. Un empoisonnement prémédité, soigneusement planifié et exécuté avec une froideur calculatrice. Le procureur, un homme au visage sévère nommé Maître Dubourg, décrivit Séraphine comme l'incarnation même du mal, une femme dépourvue de toute conscience morale, une menace pour la civilisation elle-même. La défense, assurée par un jeune avocat idéaliste nommé Maître Léandre Petit, qui avait accepté ce cas désespéré par conviction personnelle, tenta de présenter les circonstances atténuantes. Il parla du viol que Séraphine avait subi, de l'empoisonnement de sa mère, des abus et des trahisons qu'elle avait endurés. « Ma cliente n'est pas un monstre », plaida-t-il avec passion. « C'est une victime qui a été brisée par ceux-là même qui auraient dû la protéger. Son esprit a été fracturé par les traumatismes successifs. Ce qu'elle a fait est certes terrible, mais c'est le résultat direct des crimes commis contre elle. » Le procureur se leva pour répliquer. Beaucoup de gens subissent des traumatismes dans leur vie sans pour autant devenir des assassins de masse. L'accusée a fait un choix. Elle a choisi la vengeance plutôt que la justice, le meurtre plutôt que la guérison. Et elle n'a pas tué seulement ceux qui l'avaient directement blessée, mais 200 personnes, dont beaucoup étaient complètement innocentes de tout méfait à son égard. C'était le point crucial, et Séraphine le savait. Pendant le procès, son avocat avait tenté de présenter son carnet noir, avec la liste de tous les crimes qu'elle avait découverts à propos de chaque invité. Mais le juge avait refusé de l'admettre comme preuve, le jugeant comme les délires d'un esprit malade et des accusations non prouvées contre des morts qui ne peuvent se défendre. Quand vint son tour de témoigner, Séraphine monta à la barre. La salle était si silencieuse qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Tous les yeux étaient fixés sur elle. « Madame Belmont, » commença le procureur, « reconnaissez-vous avoir empoisonné les 200 invités de votre mariage ?»« Oui, » répondit-elle clairement. « Et admettez-vous que vous aviez l'intention de les tuer ?»« Oui. »« Regrettez-vous vos actes ?» Séraphine hésita. C'était la question qui comptait vraiment. Si elle exprimait des remords, peut-être que le tribunal ferait preuve de clémence. Peut-être qu'au lieu de la guillotine, elle serait simplement enfermée à vie. Elle pensa à son père mourant, rampant vers elle, à Guillaume convulsant sur le sol, à Édouard s'effondrant, à tous ces visages figés dans l'agonie. Et elle pensa aussi à sa mère, à la petite fille de 14 ans qu'elle avait été, à toutes les nuits où elle avait pleuré en silence dans son lit. « Non, » dit-elle finalement, « je ne regrette rien. Ils méritaient leur sort. Le seul regret que j'ai, c'est d'avoir échoué à mourir avec eux, comme je l'avais prévu. J'aurais préféré ne pas avoir à subir tout ceci. » Un murmure scandalisé parcourut l'assemblée. Le juge abattit son marteau pour réclamer le silence. « Vous ne montrez donc aucun remords ?» insista le procureur incrédule. « Le remords implique qu'on regrette d'avoir fait quelque chose de mal, » répondit Séraphine. « Je ne crois pas avoir fait quelque chose de mal. J'ai exécuté une sentence que le système judiciaire aurait dû prononcer depuis longtemps, mais qu'il n'a jamais eu le courage de rendre. Le procès dura 3 semaines. À la fin, le verdict fut sans surprise, coupable de 200 chefs d'accusation de meurtre avec préméditation. La sentence, la mort par guillotine. Quand le juge prononça la condamnation, Séraphine ne s'ya pas. Elle accepta le verdict avec la même sérénité qu'elle avait montrée tout au long du procès. On la ramena dans sa cellule pour attendre l'exécution. Les semaines d'attente furent étranges. Séraphine s'était attendue à ressentir de la peur face à sa mort imminente.
Mais au lieu de cela, elle éprouvait principalement de la curiosité. Comment serait-ce? Rapide, probablement. Plus miséricordieux que l'agonie qu'elle avait infligée à ses victimes. Elle reçut quelques visites. Maître Petit vint lui dire adieu, les larmes aux yeux. Il avait fait de son mieux, mais le cas était indéfendable. Marguerite vint aussi, une fois. Leur conversation fut brève, mais chargée d'émotion. « Pourquoi avez-vous échangé ma filleule ?» demanda Séraphine. « Parce que je ne pouvais pas vous laisser mourir, » répondit Marguerite simplement. « Malgré ce que vous aviez fait, malgré l'horreur de tout cela, je ne pouvais pas. Vous étiez comme une sœur pour moi. Je vous ai condamné à porter le poids de ce que vous avez vu, » dit Séraphine. « En me sauvant, vous m'avez condamné à cette exécution publique. Je ne sais pas si je dois vous en être reconnaissante ou vous en vouloir. »« Moi non plus, » admit Marguerite en pleurant. Une autre visite surprit Séraphine. C'était Jacques Arnaud, le cocher, accompagné de sa fille Marie. La fillette tenait la main de son père, l'air intimidée mais curieuse. « Madame, » dit Jacques maladroitement, « nous voulions vous remercier. Pour Marie, vous l'avez sauvée quand vous auriez pu la laisser mourir avec les autres. Le docteur dit que si nous n'étions pas partis quand nous l'avons fait, si elle n'avait pas été purgée immédiatement, elle serait morte. » Séraphine regarda la petite fille à travers les barreaux de sa cellule. Marie lui sourit timidement et agita sa petite main. « Je n'ai fait que ce que n'importe qui avec un minimum de conscience aurait fait, » dit Séraphine. « Une enfant innocente ne méritait pas de payer pour les péchés des adultes. »« Vous avez dit que tous les autres méritaient de mourir, » remarqua Jacques, « mais vous m'avez laissé partir aussi, moi et plusieurs autres domestiques. Pourquoi ?» Séraphine y réfléchit. « Je suppose que même dans ma folie, il y avait encore une parcelle de discernement. Vous étiez innocent, vous n'aviez commis aucun crime, perpétué aucune hypocrisie. Vous étiez simplement des gens ordinaires essayant de vivre leur vie. Alors il restait encore de la bonté en vous, » dit Jacques doucement. « De la bonté ?» Séraphine secoua la tête. « Non, juste une capacité résiduelle à faire des distinctions. Mais ce n'est plus important maintenant. Dans quelques jours, tout sera terminé. » Le matin de son exécution arriva. C'était une journée grise et froide du mois d'août. On vint la chercher avant l'aube. Elle fut conduite en chariot à travers les rues d'Arles jusqu'à la place principale où la guillotine avait été érigée. Une foule immense s'était rassemblée. Les exécutions publiques attiraient toujours du monde, mais celle-ci était particulière. La mariée empoisonneuse allait enfin payer pour ses crimes. Séraphine monta les marches de l'échafaud avec dignité, refusant l'aide du bourreau. Elle regarda la foule une dernière fois. Certains criaient des injures, d'autres priaient, beaucoup regardaient simplement avec une curiosité morbide. Le prêtre s'approcha pour lui donner les derniers sacrements, mais Séraphine refusa poliment. « Dieu et moi n'avons rien à nous dire, » murmura-t-elle. On l'attacha à la planche. Le mécanisme se mit en place avec un grincement sinistre. Séraphine ferma les yeux. Elle pensa à sa mère, se demandant si elle allait enfin la retrouver ou s'il n'y avait rien après la mort. Elle pensa à tous ceux qu'elle avait tués, se demandant s'ils l'attendaient quelque part pour lui faire payer. Le bourreau leva la main pour signaler qu'il était prêt. La foule retint son souffle. La lame tomba. Le corps décapité de Séraphine Vauquelin fut enterré dans un coin reculé du cimetière d'Arles, sans cérémonie, sans pierre tombale. Les autorités ecclésiastiques avaient refusé qu'elle soit inhumée en terre consacrée, la considérant comme une âme damnée. Seuls quelques fossoyeurs assistèrent à son ensevelissement dans une fosse anonyme. La demeure Vauquelin fut saisie par les autorités. Personne ne voulait l'acheter. Qui aurait voulu vivre dans une maison où 200 personnes avaient péri dans d'atroces souffrances? Elle resta vide pendant des années, ses volets fermés, son jardin envahi par les mauvaises herbes. Les gens du quartier l'évitaient, traversant la rue plutôt que de passer devant sa porte. Marguerite quitta Arles quelques mois après l'exécution. Elle ne pouvait plus supporter de vivre dans cette ville où chaque coin de rue lui rappelait l'horreur de ce jour d'avril. Elle partit pour Marseille, où elle trouva un emploi dans une mercerie. Elle ne se maria jamais, hantée jusqu'à la fin de ses jours par les images de ce banquet maudit. Jacques Arnaud et sa fille Marie,
déménagèrent également. Ils s'installèrent dans un petit village près d'Aix-en-Provence où personne ne les connaissait. Marie grandit pour devenir une femme douce et compatissante, travaillant comme institutrice. Elle ne parla jamais de ce qu'elle avait vécu ce jour-là, mais toute sa vie, elle refusa de boire du vin rouge. L'histoire de la mariée empoisonneuse devint une légende locale, racontée à voix basse dans les veillées, utilisée pour effrayer les enfants désobéissants. « Attention, ou la mariée te prendra », disaient les mères à leurs enfants turbulents. Mais avec le temps, les détails se brouillèrent, se transformèrent. Certaines versions présentaient Séraphine comme un monstre pur, d'autres comme une victime tragique, d'autres encore mêlaient les deux aspects. Ce que peu de gens savaient, c'est que Séraphine avait laissé derrière elle un témoignage. Dans son laboratoire secret, les enquêteurs avaient trouvé un journal intime qu'elle avait tenu pendant les mois précédant le mariage. Un document de plusieurs centaines de pages où elle détaillait non seulement la préparation de son plan, mais aussi l'intégralité de ses découvertes sur chaque invité. Le commissaire Girard, chargé de l'enquête, avait lu ce journal dans son intégralité. Ce qu'il y avait découvert l'avait profondément troublé, car Séraphine n'avait pas menti. Chaque accusation qu'elle avait portée contre ses victimes était étayée par des preuves, lettres interceptées, témoignages recueillis, documents dérobés. Le notaire Leclerc avait effectivement détourné des fonds. Le médecin Garnier vendait bien de l'opium. Hortense de Cambrai avait tué son enfant illégitime. Guillaume Fontaine était un violeur. Anatole Vauquelin avait empoisonné sa femme. Lucille Belmont avait tué son premier mari. La liste continuait ainsi, page après page, révélant un panorama terrifiant de corruption et d'hypocrisie au sein de la société arlésienne. Le commissaire Girard s'était retrouvé face à un dilemme moral. Fallait-il rendre public ce journal ? Révéler les crimes des morts et détruire la réputation de familles entières, ou fallait-il l'enterrer avec ses secrets? Après des semaines de réflexion tourmentée, il choisit la seconde option. Il brûla le journal dans sa cheminée, détruisant ainsi les seules preuves tangibles des affirmations de Séraphine. Il se persuada qu'il agissait pour le bien de la communauté, pour préserver la paix sociale. Mais jusqu'à la fin de ses jours, il fut hanté par le doute. Séraphine avait-elle eu raison? La société était-elle vraiment aussi pourrie qu'elle l'avait affirmé? Quelques années après la tragédie, un historien local nommé Émile Roussel entreprit de documenter l'affaire pour la postérité. Il interrogea les survivants, consulta les archives du procès, visita la maison abandonnée. Ce qu'il découvrit le fascina et le troubla à parts égales, car il y avait quelque chose d'étrange dans cette histoire. Les survivants, ceux qui n'avaient pas bu le vin ou qui en avaient bu très peu, rapportaient tous la même chose. Dans les heures qui avaient suivi le massacre, ils avaient été obsédés par une question. Pourquoi avaient-ils été épargnés? Qu'est-ce qui les différenciait des morts? Certains avaient conclu que c'était le hasard. D'autres, plus superstitieux, parlaient de divine providence. Mais plusieurs avaient commencé à s'interroger sur leur propre conscience. Avaient-ils vraiment été innocents? N'avaient-ils jamais commis d'actes répréhensibles? Cette introspection forcée avait eu des effets étranges. Roussel découvrit que plusieurs survivants avaient changé radicalement après le massacre. Un homme d'affaires notoirement impitoyable était devenu philanthrope, donnant la majeure partie de sa fortune à des œuvres caritatives. Une femme, connue pour sa langue acérée et ses médisances, s'était retirée dans un couvent. Un magistrat réputé pour sa sévérité excessive s'était mis à faire preuve d'une compassion inhabituelle dans ses jugements. C'était comme si le massacre avait servi de miroir collectif, forçant les survivants à confronter leurs propres démons intérieurs. En tuant les hypocrites, Séraphine avait peut-être, paradoxalement, sauvé les âmes de ceux qui avaient survécu. Roussel ne publia jamais son étude. Les autorités municipales l'en dissuadèrent fermement. Arles voulait oublier cette sombre page de son histoire. Mais il conserva ses notes, qui furent découvertes des décennies plus tard dans les archives familiales. Avec les années, la demeure Vauquelin tomba en ruine. Les toits s'effondrèrent, les murs se fissurèrent, la végétation envahit les salons autrefois magnifiques.
Le grand salon où avait eu lieu le banquet devint un espace ouvert au ciel, les éléments effaçant lentement toute trace de ce qui s'y était passé. Mais la légende, elle, persista. On disait que les nuits sans lune, on pouvait entendre des voix s'échapper des ruines, des rires et des conversations fantomatiques, comme si le banquet se poursuivait dans quelque dimension invisible. Des enfants osaient parfois s'aventurer près des ruines sur un pari pour prouver leur courage. Certains juraient avoir vu une silhouette en robe blanche se tenant à une fenêtre brisée, regardant vers la ville avec des yeux vides. Ces histoires n'étaient que des superstitions, bien sûr. Il n'y avait pas de fantômes dans la vieille demeure Vauquelin. Juste le vent qui sifflait à travers les poutres brisées, la pluie qui goûtait sur les planchers pourris, et le poids de l'histoire qui s'attardait dans l'air comme une odeur persistante. Pourtant, même les esprits les plus rationnels évitaient les ruines. Pas par peur du surnaturel, mais par un malaise plus profond et plus difficile à nommer. C'était comme si le lieu lui-même portait la marque de ce qui s'y était passé, une empreinte indélébile de violence et de désespoir qui imprégnait les pierres elles-mêmes. En 1937, près d'un siècle après le massacre, la municipalité d'Arles décida finalement de faire démolir les ruines de la demeure Vauquelin. L'emplacement fut transformé en un petit parc public planté d'arbres et de fleurs. Aucune plaque ne fut installée pour commémorer ce qui s'était passé là. C'était comme si la ville voulait effacer complètement cette page sombre de son passé. Mais l'histoire ne peut être complètement effacée. Elle persiste dans les mémoires, dans les archives, dans les légendes murmurées, et parfois, elle ressurgit de manière inattendue. En 1985, lors de travaux de rénovation du cimetière d'Arles, des ouvriers découvrirent par accident une fosse sans marquage dans la section non consacrée. À l'intérieur, un squelette décapité, les os encore entourés de lambeaux d'un tissu blanc qui avait dû être une robe. Il ne fallut pas longtemps pour identifier les restes. Séraphine Vauquelin, la mariée empoisonneuse. La découverte suscita un regain d'intérêt pour l'affaire. Des journalistes fouillèrent les archives, des historiens publièrent de nouveaux articles, un documentaire télévisé fut même réalisé. L'histoire de Séraphine fut réexaminée à la lumière de perspectives modernes sur les traumatismes, la santé mentale et la justice. Certains la virent comme une figure féministe avant l'heure, une femme qui avait refusé d'accepter passivement les abus et les injustices. D'autres la condamnèrent comme une meurtrière de masse dont les motivations psychologiques ne justifiaient en rien les horreurs qu'elle avait commises. Le débat faisait rage dans les colonnes des journaux et sur les plateaux de télévision. En fin de compte, les restes de Séraphine furent réinhumés au même endroit, mais cette fois avec une simple pierre tombale portant son nom et ses dates. Pas d'épitaphe. Juste les faits nus. Séraphine Vauquelin, 1814-1839. Des années plus tard, une jeune étudiante en histoire nommée Camille Mercier choisit de consacrer sa thèse de doctorat à l'affaire de la mariée empoisonneuse. Elle passa des mois à éplucher les archives, à interviewer les descendants des survivants et des victimes, à essayer de comprendre comment une jeune femme apparemment privilégiée avait pu commettre un acte d'une telle ampleur et d'une telle cruauté. Ce qu'elle découvrit la troubla profondément. Plus elle creusait, plus elle réalisait que l'histoire de Séraphine n'était pas simplement celle d'une folle meurtrière, mais celle d'un système social dysfonctionnel qui avait créé les conditions de la tragédie. Séraphine avait grandi dans un monde où les femmes n'avaient aucun recours légal contre les abus, où le viol d'une jeune fille par un membre de sa famille était couvert par le silence complice, où un mari pouvait empoisonner sa femme en toute impunité parce qu'il était riche et respecté, où les apparences comptaient plus que la vérité. Dans ce contexte, la folie de Séraphine n'était peut-être pas tant une aberration qu'un symptôme logique, bien que terrifiant, d'une société malade. Camille termina sa thèse avec cette observation. Séraphine Vauquelin n'était pas un monstre né, mais un monstre créé, par les abus qu'elle a subis, par l'indifférence qu'elle a rencontrée, par un système qui protégeait les puissants aux dépens des vulnérables. Son crime était impardonnable, mais il était aussi, d'une certaine manière, prévisible.
Tant que nous vivrons dans une société qui permet de telles injustices, nous créerons de nouveaux monstres. La thèse suscita la controverse. Certains accusèrent Camille de justifier le meurtre de masse. D'autres saluèrent son analyse nuancée d'un cas complexe. Mais tous s'accordaient sur un point. L'histoire de Séraphine Vauquelin continuait, plus d'un siècle et demi après les faits, à poser des questions difficiles sur la justice, la vengeance et les limites de la compassion humaine. Aujourd'hui, si vous vous promenez dans le petit parc qui occupe l'emplacement de l'ancienne demeure Vauquelin, vous ne verrez qu'un espace paisible. Des enfants y jouent, des couples s'y promènent main dans la main, des personnes âgées s'y assoient sur les bancs pour profiter du soleil provençal. Rien ne suggère qu'ici, il y a longtemps, s'est déroulé l'un des crimes les plus spectaculaires de l'histoire française. Mais si vous cherchez bien dans un coin du parc, vous trouverez une petite plaque discrète. Elle ne mentionne pas le massacre, ne nomme pas Séraphine. Elle dit simplement « En mémoire de ceux qui ont péri ici le 23 avril 1839. Que leurs âmes reposent en paix. » C'est un compromis étrange, une reconnaissance voilée d'une tragédie que la ville préfère toujours oublier. Les touristes passent devant sans y prêter attention, trop occupés à admirer les monuments romains et les églises médiévales qui font la renommée d'Arles. Mais parfois, quelqu'un s'arrête, lit la plaque, se demande ce qui s'est passé. Et si cette personne est suffisamment curieuse pour poser la question à un habitant plus âgé, elle entendra peut-être, raconter à voix basse, l'histoire de la mariée empoisonneuse, l'histoire d'une jeune femme brisée qui devint un monstre, l'histoire d'une vengeance si terrible qu'elle défie l'entendement, l'histoire d'un mariage qui devait célébrer la vie mais qui devint une cérémonie de mort. Et peut-être, en écoutant cette histoire, cette personne réfléchira-t-elle aux questions qu'elle soulève, à la nature de la justice et de la vengeance, au poids des traumatismes non résolus, au danger d'une société qui ferme les yeux sur les abus, à la frontière ténue entre victimes et bourreaux, car c'est là l'héritage ultime de Séraphine Vauquelin. Pas les 200 morts qu'elle a causés, aussi horrifiante que soit cette statistique, mais les questions qu'elle nous force à poser, les vérités inconfortables qu'elle nous oblige à confronter. Dans son journal détruit qu'elle avait écrit dans les semaines précédant le mariage, Séraphine avait conclu avec ces mots que le commissaire Girard n'avait jamais oublié malgré avoir brûlé le document. On se souviendra de moi comme d'un monstre. Peut-être est-ce justifié, mais j'espère qu'on se souviendra aussi de ceux qui m'ont transformé en monstre. Car la véritable horreur n'est pas ce que j'ai fait, mais ce qui m'a été fait, et l'indifférence du monde face à cette souffrance. Si mon acte ne sert qu'à cela, à forcer ne serait-ce qu'une personne à s'interroger sur les injustices qu'elle tolère par son silence, alors peut-être ne sera-t-il pas entièrement en vain. Ces mots résonnent encore aujourd'hui, écho d'une voix depuis longtemps réduite au silence, mais dont le message persiste. Car l'histoire de Séraphine Vauquelin n'est pas vraiment une histoire de fantômes ou de malédiction. C'est une histoire bien plus terrifiante. Une histoire sur la capacité de l'être humain à la cruauté, à l'indifférence et aux transformations sombres que peut engendrer le désespoir. C'est une histoire qui refuse de rester enterrée, peu importe combien de fois on essaie de l'oublier. Elle refait surface encore et encore, nous rappelant que les monstres ne naissent pas dans le vide, mais sont forgés dans les feux de l'injustice et du malheur. Et peut-être est-ce là la véritable leçon de la mariée empoisonneuse d'Arles. Non pas de craindre les fantômes du passé, mais de prêter attention aux vivants du présent, de reconnaître la souffrance quand nous la voyons, de parler quand nous sommes témoins d'injustice, de ne pas fermer les yeux par commodité ou par peur du scandale. Car si nous ne le faisons pas, si nous continuons à permettre que les victimes soient ignorées et que les abus soient couverts, nous risquons de créer de nouvelles Séraphines. Et l'histoire, aussi horrible soit-elle, se répétera. Le parc est paisible sous le soleil provençal. Les enfants rient, les oiseaux chantent, la vie continue comme elle l'a toujours fait, indifférente aux tragédies du passé. Mais la mémoire demeure, dans les pierres, dans les archives, dans les histoires murmurées. La mémoire de ce jour d'avril
1839, où une mariée en blanc est devenue l'ange de la mort, et où un banquet de célébration s'est transformé en festin de cendres. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.